Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue et merci d'être là. Ici, nous partons à la rencontre de l'écosystème technologique avec des discussions en compagnie d'entrepreneurs et aussi des personnes pouvant être des partenaires de ces startups. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Rodolphe Barrère, cofondateur et CEO de Potluck, une société franco-canadienne spécialisée dans les études consommateurs via les réseaux sociaux. Parmi tous les sujets évoqués ensemble, on parle notamment des nombreux pivots qu'a connus leur compagnie dans le but de survivre, de l'importance de la culture d'entreprise et comment cela impacte le recrutement, et bien sûr de financement, car Potluck a levé plus de 24 millions de dollars à ce jour auprès d'investisseurs. J'ai adoré cette conversation, alors j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Rodolphe. Salut Guillaume. Et on peut dire salut aussi à Paul parce que t'es pas tout seul. Paul, c'est ton petit bout qui est aussi avec nous. On fait un épisode spécial confiné à la maison. Voilà, exactement. Donc, pas de babysitter pour moi cette semaine. Donc, on s'alterne avec ma femme et j'ai mon petit bébé de 4 mois, 4 mois et demi entre les mains. Donc, c'est possible qu'à un moment ou deux, il lâche un petit cri. Donc voilà. Mais normalement, j'arrive à maintenir tous mes rendez-vous. Donc, très heureux d'être là aujourd'hui et peut-être en guest star, qui sait, Paul. Ben, merci beaucoup. On pourra peut-être en parler vers la fin de l'équilibre vie perso, vie pro, qui est vraiment un sujet pour tous les entrepreneurs assez prenant. C'est très délicat parfois d'ajuster la balance, donc peut-être qu'on y reviendra. Merci beaucoup Rodolphe de participer. Je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast. J'ai entamé là cette série d'interviews d'entrepreneurs basés à l'étranger. Donc je suis ravi que tu représentes le Canada et le Québec. Toi qui es maintenant bien implanté là-bas, je crois que ça y est, t'as fait passer toutes les étapes de avoir la nationalité, etc. C'est ça? Ah ouais, là, je vote, j'ai tout. Donc, ouais, ça fait 12 ans que j'y suis. Donc, je suis arrivé en 2009, donc 2021, ça fait 12 ans. Et oui, c'est ça, même mon fils est canadien, tu vois. Donc ouais, j'ai passé toutes les étapes, ça y est, je suis un vrai expatrié à 100%. Ben, on va démarrer facile, hein, c'est justement en lien avec ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, rapidement ton parcours avant Potluck, et puis ensuite nous présenter dans les grandes lignes ce que fait Potluck, c'est quoi votre mission au quotidien. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Rodolphe Barrère, j'ai 29 ans. Moi, je suis arrivé au Québec à l'âge de 17 ans pour faire mes études. Donc, j'ai fait HEC Montréal et j'en suis jamais reparti. Quand les gens me demandent ce que j'ai fait avant Potluck, ça me fait un peu marrer parce qu'en fait, j'ai démarré Potluck en dernière année d'HEC Montréal. Donc, globalement, avant, j'ai fait un ou deux stages, mais tu vois, rien de significatif. Donc, en fait, moi, j'ai toujours que connu l'entrepreneuriat. Et donc, on bosse maintenant sur cette boîte depuis 7 ans avec mon associé Louis Delaoustre, qui est français d'origine, mais lui qui est retourné en France pour le coup, qui gère notre bureau européen basé à Paris. Donc voilà, donc Potluck, c'est une entreprise qu'on a cofondée en 2014, que je pourrais te raconter l'histoire en long, en large et en travers, mais on a fait énormément de pivots, il y a eu énormément de business models foireux, on n'a pas gagné un rond pendant les 2-3 premières années, et quand je te dis pas un rond, c'est vraiment pas un rond. Et aujourd'hui, depuis je dirais 2-3 ans, depuis début 2018, on connaît une forte croissance, un beau succès. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est 100 employés avec des bureaux à New York, Montréal, Paris. Et donc, c'est vraiment sympa. Et alors, qu'est-ce que fait Potluck? Potluck, c'est une startup qui œuvre dans le sondage et pour être très précis, dans le recrutement de répondants. En fait, si tu veux, sur le marché du sondage, tu as plein de super logiciels à la SurveyMonkey, Qualtrics, etc., pour créer des questionnaires, faire des analyses, etc. Mais il y a un vrai problème dans cette industrie, qui est une industrie énorme, hein, ça fait 90 milliards de dollars annuellement. Wow. C'est que les répondants, donc les gens qui répondent à des sondages, j'imagine que tout le monde connaît ça, c'est les fameux coups de fil sur les téléphones fixes que personne n'utilise, ou alors des gens dans la rue qui t'interceptent. Enfin, c'est vraiment entre guillemets un peu À foireux. l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Et donc nous, on arrive avec un thinking process qui est super simple, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, il faut interroger les gens
là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, pour te refaire l'histoire du sondage, dans les années 60, c'était du porte-à-porte. Dans les années 80, ça s'est mis à être le téléphone. Dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, on a créé ce qu'on appelait des panels web, donc c'est ce genre de forums Internet. Et donc, toutes ces méthodes commencent vraiment à arriver à leur fin, quoi. Et nous, on arrive en disant, bah, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, donc ça paraît assez évident comme idée. Néanmoins, c'est très difficile à exécuter, puisque qui dit sondage dit échantillon représentatif de la population que tu cherches à interroger. Donc, il faut des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des riches, des pauvres, des urbains, des ruraux, etc. Et donc, ça, c'est plus difficile à aller chercher sur les réseaux sociaux, s'assurer d'avoir un échantillon représentatif d'une population, quelle qu'elle soit. Et donc, nous, c'est ça notre technologie, c'est être capable d'aller interroger les parents qui vivent à Brooklyn, dont les enfants souffrent de dyslexie, pour une clinique de Brooklyn, ou d'interroger les ingénieurs automobiles qui travaillent sur des véhicules de moteurs électriques, sur des moteurs électriques, et qui sont ceux qui prennent les décisions d'achat d'huile de moteur qui vont dans ces hubs. Tu vois, donc c'est hyper zoomé. Ouais, c'est ça. Quand tu dis ça, on voit tout de suite qu'il y a vraiment, vous êtes capable d'adresser des niches, vraiment, mais vraiment la niche de la niche, quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, tout simplement parce que, si tu veux, sur le plus grand panel consommateur au monde, que je ne nommerai pas, il y a 50 millions de personnes qui sont inscrites, donc 50 millions de gens qui sont payés pour répondre à des sondages. Nous, en accumulant tous les réseaux sociaux sur lesquels on est, on en a une vingtaine, on a accès à 4,3 milliards de personnes. Donc en fait, on peut interroger à peu près n'importe qui, on peut interroger un vingtième de n'importe quelle population à travers le monde. Wow. Donc c'est ça la force. Donc dès que tu as 10 000 personnes qui correspondent à tel ou tel critère, nous on peut en choper 500. Donc voilà. Et donc c'est ça notre technologie. À la fois on apporte de la meilleure qualité parce que c'est non rémunéré, etc. Donc de la meilleure qualité de répondants. C'est pas juste des gens qui répondent parce qu'ils sont trop polis pour raccrocher au nez de l'intervieweur. Et en même temps, on apporte une capacité de sondage beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante, puisque bah, moi j'en suis convaincu, le sondage c'est un gros mot pour beaucoup de personnes parce que ça fait chier tout le monde en gros. Néanmoins, c'est la base de la base, c'est-à-dire c'est comme ça que tu comprends la demande avant d'amener toute offre, quelle qu'elle soit. Donc c'est fondamental de réussir à nail ce métier qui est le métier du sondage ou de la recherche consommateur. Passionnant. Vraiment, rien que là, aux premières minutes, je sens que, enfin, toi aussi, t'es passionné de ton sujet parce que tu as l'air de pouvoir en parler pendant des heures. C'est génial. J'espère qu'on va pouvoir revenir voilà, dans ce détail-là. Et tu as déjà dit beaucoup de choses. Tu as parlé des pivots, tu as parlé un petit peu du business model de façon souterraine, j'ai l'impression. Donc, on va aller explorer ça plus en détail. Juste avant ça, en fait, tu es parti faire HEC à Montréal. J'aimerais savoir pourquoi le Canada. Est-ce qu'il y avait une raison particulière, une attirance particulière pour ce pays-là? Et aussi, tu dis que tu as toujours connu Potluck, donc tu as tout de suite été entrepreneur. Est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais enfant, tu vois, ou est-ce que tu as été influencé, je sais pas moi, par des personnes dans ton entourage, ta famille? Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Voilà, j'aimerais connaître ce process-là qui fait Ouais, bien sûr. que tu avais cette posture. Alors, tu me replonges dans les années au moment où j'ai déménagé au Canada et j'ai créé Potluck. Donc, c'est il y a moins 12 ans et moins 7 ans. Donc, ça date pas d'hier, ces réflexions. Mais donc, il y a moins 12 ans, quand j'ai quitté la France pour le Canada, écoute, c'était vraiment une volonté, c'était voilà, de sortir de ma zone de confort. Tu sais, j'avais le choix entre, je sortais d'un bon lycée avec des notes correctes. J'avais le choix entre faire le traditionnel prépa, machin. Mais en fait, j'avais vraiment envie de vivre un autre truc, quoi. Donc j'ai pris la première occasion que j'avais de me tirer. Donc je suis parti vraiment à 17 ans, quoi. C'est assez jeune pour quitter le nid familial, mais j'avais cette forte envie d'indépendance à l'époque, un peu crise d'ado en retard, quoi. Voilà. Et puis j'ai jamais regretté un quart de seconde. Et je m'entends extrêmement bien avec toutes les personnes que j'ai quittées en France à ce moment-là. Donc j'ai pas fui quoi que ce soit, mais j'avais vraiment juste envie de vivre d'autres choses. Et ensuite Potluck. Alors ça c'est assez rigolo parce que un jour, l'anecdote est un peu plus marrante que ça. C'est qu'un jour, donc je sors d'école, donc ma dernière année d'école, c'était la première année de Potluck, et donc ça faisait un an que j'essayais, ça marchait pas du tout, etc. Et puis donc là, j'avais le choix entre continuer, donc persévérer, ou alors bah, choper un job et puis commencer à bosser. Voilà, et puis j'ai pris mon courage à deux mains, et un jour, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, comme si je faisais un coming out, quoi. Je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, voilà, je crois que j'ai envie de continuer et de pas gagner ma vie, je vais me démerder, mais voilà, je fais mon coming out, je crois que je suis un peu entrepreneur. Et là, ça a fait marrer tout le monde parce que
En fait, j'avais déjà monté 2 assos avant. Je vendais des t-shirts quand j'avais 16 ans pour les boîtes de nuit. Enfin bref, apparemment, tout le monde l'avait vu venir gros comme une maison et j'étais le seul à pas m'être rendu compte que apparemment j'avais ça dans le sang depuis toujours. Donc voilà, donc c'était assez rigolo parce que j'avais pas la même perception de moi que donc si tu posais cette question à mes amis ou mes parents à l'époque, ils t'auraient tous dit bah oui, c'est une évidence absolue, alors que moi ça a été une réalisation que j'ai faite plutôt à l'âge de 22, 23 ans. Ouais, c'est genre, oui, je peux en faire un métier parce qu'au final, les autres projets avant, c'était peut-être par passion, par naturel d'entreprendre des trucs, mais là, c'est OK, je peux en faire mon job, quoi, et pas être salarié. Ouais, et encore, tu vois, ce dont on se rend pas trop compte, c'est que donc là, on est en 2013. C'était beaucoup moins fashion d'être entrepreneur à l'époque qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a starifié les Elon Musk et les Zuckerberg de ce monde. Il y a des incubateurs à chaque coin de rue. T'as un mec sur deux qui veut monter sa startup en France et ailleurs d'ailleurs. Donc ça, c'est vachement démocratisé. À l'époque, bon, tu vois, en sortant d'HEC Montréal, tous mes potes, ils voulaient être consultants ou faire de l'audit. Être entrepreneur, c'était pas la mecque. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas être la mecque, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc à l'époque, j'étais un peu, je veux dire, c'était un peu connu, tu vois, mais c'était pas au niveau de popularité que ça a aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, t'en es la preuve d'ailleurs. Hein, t'as des podcasts et des trucs dans tous les sens sur l'entrepreneuriat. Peut-être que ça passera, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un peu plus bizarroïde de faire ça en sortant d'école qu'aujourd'hui. Et donc, les origines vraiment de Potluck, tu dis ça se monte durant ta dernière année d'études. Alors, je sais que vous avez fait plein de pivots. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était quand je bossais pour la French Tech Montréal, donc c'était 2016-2017. Je vous ai vu avoir plusieurs fois changé, déménagé de bureau parce qu'à chaque fois vous grossissiez. Mais quand je vous avais vu dans le Myland, à l'époque, vous adressiez plutôt sur les petits commerces et en tout cas vous faisiez des études pour savoir quel commerce faisait du sens dans telle rue. En tout cas, je le raconte peut-être un peu mal, tu vas mieux le raconter que moi, mais j'ai le sentiment quand même que ça c'est vraiment le passé, tu vois. Et donc raconte-nous peut-être les origines, combien pop l'idée, tu vois, en disant il me semble que dans ton pitch c'est ouais, je voyais pas mal de commerce un peu vide et du coup je voulais trouver une solution, mais raconte-nous tout ça, cette partie idéation. Ouais, avec plaisir. Potluck, on a fait de tête comme ça, je pense qu'on a fait 5 pivots majeurs. Donc on a toujours, enfin, on a complètement changé le business model 5 fois, dont récemment pendant le Covid. Donc c'est une histoire assez longue que je vais essayer de te résumer, mais la première étape était très très simple. On était au coloc en fait avec Louis qui est devenu mon associé par la suite, qui est toujours un de mes meilleurs amis. Et en gros, on voyait des locaux vacants, donc des commerces vides avec des vitrines un peu défoncées dans notre quartier. Et puis on voyait des commerces s'y installer. Puis nous, ça faisait des années qu'on habitait dans le même quartier à Montréal. Et on voyait des trucs ouvrir. On se disait, putain, mais ça va faire faillite demain, quoi. C'est jamais ce que veulent les gens du quartier. Et comme on habitait dans le quartier depuis assez longtemps, on avait une bonne connaissance de ce qui pouvait fonctionner ou ne pas fonctionner dans le quartier. Et donc, c'était la première idée de Potluck. On s'est mis on a appelé le premier local au coin de notre rue. On s'est mis dans un local. On a mis des pancartes, etc. Et on interceptait les gens. On mettait du café chaud, etc. Des jolies filles ou des jolis garçons devant la boutique pour faire rentrer le chaland. Et on demandait aux gens, ouais, bon, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme commerce ici? Où est-ce que vous faites vos courses? Pourquoi vous allez plus chez le poissonnier en face? Blablabla. Et on posait plein de questions sur le quartier. Et je me souviens, la première fois qu'on a fait ça, on a passé une semaine dans la rue, à peu près. Et à la fin de la semaine, on avait interrogé 600 ou 700 personnes, des grands-mères, des gens qui habitaient dans le quartier depuis 50 ans, des jeunes immigrés, enfin vraiment tout type de consommateurs. Et on savait exactement ce qu'il fallait ou ne fallait pas faire dans le quartier pour fonctionner en tant que commerçant, tu vois. On savait que le chocolatier, fallait pas qu'il mette sa femme à la caisse parce qu'elle était désagréable et que personne l'aimait. On savait que depuis qu'ils avaient fait le nouveau rayon de poisson dans le supermarché à côté, bah, ça avait fait perdre des parts de marché aux poissonniers. On savait qu'il y avait eu, enfin, tu vois, on savait tout. Et on avait une très bonne idée de ce qu'il fallait ouvrir dans le commerce. Donc ça, c'était notre première itération. Et ça a été un vrai succès populaire. En fait, Potluck, on a toujours réussi à interroger les gens, quelle que soit la méthode et quel que soit le sujet. Ça a toujours été si tu veux, notre dénominateur commun d'un pivot sur l'autre. C'était notre capacité à mobiliser la population, à la faire répondre à des sondages. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient
nous aussi, on vient, entre guillemets, on est des gens de la population, tu vois, donc on n'est pas du tout des professionnels de recherche consommateur, et qu'on s'est toujours dit comment nous, on répondrait ou pas à un sondage. Donc voilà, et ensuite, par contre, à qui on a commercialisé cette data, c'est ça qui a beaucoup changé. Au début, c'était aux propriétaires de locaux vacants. Après, on a inversé, on s'est dit, ah merde, c'est pas sexy, donc faut faire l'inverse, faut la commercialiser aux gens qui veulent ouvrir des commerces. Ensuite, comme on avait une plateforme avec plein de commerces super cool qui voulaient ouvrir, on a été approché par les municipalités qui nous disaient qu'elles voulaient avoir des commerces comme ça qui ouvraient dans leur artère commerciale ou centre-ville qui dépérissaient. Et ensuite, des municipalités, on est passé aux centres commerciaux et au retail. Et maintenant, le retail et les centres commerciaux, ça globalement, ça s'est un peu pété la figure pendant le Covid. Et du coup, maintenant, en fait, on fait des sondages sur n'importe quel sujet à travers le monde entier. Donc voilà. Donc en fait, on a toujours réussi à mobiliser des répondants. Ça a toujours été notre force. En revanche, à qui on l'a vendu? Si tu veux, aujourd'hui, on le vend à L'Oréal, Danone, Nike, et puis on fait beaucoup de firmes de conseil, donc BCG, Bain, etc. Mais avant de se rendre compte qu'on était capable de sonder n'importe qui sur n'importe quel sujet à travers le monde entier, en fait, on a démarré par de petites itérations et c'était beaucoup sur les petits commerces locaux, etc. Donc maintenant, on fait beaucoup moins de petits commerces locaux pour une question de prix, en fait, parce que les petits commerces locaux ont un pouvoir d'achat relativement limité. Et en fait, nous, le coût pour faire une vraie étude représentative de la population, ça coûte quand même un peu d'argent, mine de rien. Et du coup, seuls les plus grands groupes sont capables de se le permettre aujourd'hui. Voilà, je te l'ai fait en cours, même si c'est long, mais je te l'ai fait en super short. Non, c'est hyper intéressant. En fait, je me censure plusieurs fois là avec ce podcast de pas couper la parole et donc non, le but c'est que tu ailles vraiment dans le détail. Tu dis que vous avez fait peut-être 4, 5 pivots majeurs. Est-ce que tu en as un préféré ou un sur lequel ça a vraiment tout changé? Alors tu vas peut-être me dire le dernier, hein, mais oui, le dernier, l'année Covid, il fallait se réinventer. Je veux dire, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires avec des boîtes de real estate et de retail. Donc en France, c'est des Klépierre, Unibail Rodamco, Decathlon, Leroy Merlin. Et donc, tout ça, du jour au lendemain, la dernière chose dont ils avaient besoin, c'était de faire des sondages, si tu veux. Mais non, je pense que le pivot le plus significatif qu'on a eu, c'est entre le 2 et le 3. Donc le pivot 2, en fait, on avait fait une plateforme, genre un Kickstarter. On avait plein de commerces super cool, genre le premier café avec des chats, genre un bar à Nutella, genre plein de trucs super cool. Les premières épiceries zéro déchet, tu sais, où tu vas avec tu t'achètes des trucs en vrac, etc. Donc ça, c'était vraiment cool. Et en fait, c'était là un peu la guerre des quartiers. Donc tu avais un entrepreneur qui mettait son projet et c'était la guerre entre quartier 1, quartier 2, quartier 3 et quartier X pour savoir qui allait avoir ce projet. Donc les gens, ils se battaient, etc. Ça a été un succès populaire de ouf. En quelques mois, on avait eu plus de 100 000 inscrits sur le site web potluck.com. Donc c'était vraiment un succès populaire de fou. Et en fait, les entrepreneurs, aussi sympas soient-ils, en fait, ils n'avaient pas une thune. Donc le maximum qu'on arrivait à leur soutirer, c'était $500 ou $1,000 pour réussir à obtenir les réponses à leurs statistiques, mais c'était le maximum. Donc en fait, pour moi, ici, il y a un apprentissage majeur que beaucoup de gens sous-estiment, surtout quand ils font des applications qui sont entre guillemets gratuites, c'est que succès populaire ne veut pas du tout dire succès commercial. Et nous, on l'a vraiment appris un peu à la dure, entre guillemets, avec ce premier pivot-là. Ok. Mais malgré tout, ce succès populaire, même si tu gagnes pas tout de suite, enfin si t'es pas rentable, parce qu'on parle vraiment là pour le coup de rentabilité, je pense, ça encourage en tout cas, c'est de te dire ok, il y a un truc. Alors soit je pousse plus loin et le volume va faire que arrivé à un certain moment, ça va prendre et que le business va permettre de rééquilibrer. Ou alors tu te dis, on est potentiellement en train de se créer une base pour construire un autre produit. Il se passe quoi dans vos têtes à ce moment-là? Parce que même si vous gagnez pas d'argent, ce succès populaire, ça veut dire quelque chose, quoi. Mais nous, on était dans une réalité bien plus difficile que ça. Il fallait manger, il fallait payer le loyer. On n'avait pas une thune, on n'avait pas un sou, tu vois. On vivait misérablement avec $1,000 canadiens par mois. C'était ce qu'on arrivait à sortir et c'était la galère, quoi. Donc, nous, on avait une considération, c'était que on avait $2,500 sur le compte de la boîte et que on avait un mois de cash flow devant nous pour vivre avec mon associé et que si on n'arrivait pas à faire rentrer 2 autres $1,000, le mois d'après, on était dans la rue, quoi. Donc c'est un sport de riche que de pouvoir se permettre de se dire que on construit une communauté sur le long terme et qu'un jour peut-être ça sera rentabilisé. Nous, on avait besoin de payer les factures demain, tu vois. Donc de temps en temps, c'était hier même. Donc
donc voilà. Et en fait, c'est devenu la métrique reine de l'entreprise. On dit la religion metric. C'est ce qu'on appelle le bookings, donc c'est le nombre de contrats signés. Bref, c'est le chiffre d'affaires, quoi. Et en fait, depuis le jour 1, depuis qu'on avait vraiment on tirait le diable par la queue, on avait le couteau sous la gorge, depuis ce jour-là, avec Louis, on s'est toujours dit, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, il faut qu'on soit capable de payer nos salaires, il faut qu'on soit capable de se payer des bureaux, il faut qu'on puisse bouffer, il faut qu'on puisse payer notre loyer. Et en fait, c'est ce qui nous a toujours motivés, c'était entre guillemets de survivre. Et cet instinct de survie, au fur et à mesure, à un moment, on a commencé à gagner un peu plus d'argent que pour subvenir à nos besoins, juste à Louis et moi. Donc, on a pu embaucher notre premier employé, etc. Et en fait, on a continué comme ça. Après, on est rentré dans une logique à partir de 2017 de levée de fonds. On n'est plus du tout dans une logique de rentabilité aujourd'hui, mais beaucoup plus dans une logique d'hypercroissance. Mais à l'époque, sur ces premières années, c'est-à-dire 2014-2017, la logique, c'était bouffer et avoir un toit sur la tête. Donc voilà, il y a pas de système, on n'avait pas de chômage. D'ailleurs, au Canada, t'as quasiment pas de système de chômage. Donc voilà, on avait juste le couteau sous la gorge. Et quand tu as le couteau sous la gorge, que peut-être un jour tu as une communauté assez grande pour éventuellement faire des revenus de pub, bah ça te paye pas la bouffe, quoi. Waouh, ouais, ben ça montre à quel point tout n'est pas aussi rose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on présente toi, tes équipes, Potluck comme voilà, plutôt une success story, et que tout va bien pour vous. Vous venez de refaire une dernière ronde assez exceptionnelle, mais il y a eu des moments où ça a été dur. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Qu'est-ce qui a été au-delà de la partie survivre, le plus gros challenge? Est-ce que ça a été de construire la plateforme? Ça a été d'aller chercher les fameux fonds en 2017? Est-ce que dans le parcours, il y a eu un défi qui a été plus dur que tous les autres? Il y a un défi qui est dur depuis le jour 1 et qui continue de l'être, c'est le fait d'apprendre et de grandir en tant qu'entrepreneur, mon associé et moi, et de se spécialiser sur nos sujets. Si tu veux, t'es capé un peu par ton niveau de connaissance. Meilleur t'es en tant qu'entrepreneur, meilleur est ta boîte, quoi, en gros. Et donc cette espèce de, ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que rien n'est jamais acquis, et tu n'es jamais trop sachant sur un sujet, et t'es jamais bon sur tous les sujets, etc. Donc pour moi, c'est le parcours. Si tu veux, le parcours d'une entreprise, d'une start-up ou d'un parcours entrepreneurial, c'est avant tout un parcours humain. Et en fait, ce qui est impossible à faire, c'est détacher le journey de l'entreprise du journey de l'entrepreneur. Et du coup, ça, c'est ce qui, je pense, le challenge depuis le jour 1, c'est que on était nuls. Au fur et à mesure, on était un peu moins nuls. Aujourd'hui, je considère toujours qu'on est nuls et qu'on a énormément de choses à apprendre pour être bon. Et en fait, c'est ultra frustrant de ne jamais pouvoir se reposer moindrement sur un de tes acquis, parce que dès que, en gros, tu as acquis un truc, bah, c'est bon, c'est acquis pour la boîte, il faut passer aussi au sujet suivant. Donc, tu n'as jamais un quart de seconde de repos. Donc, pour moi, le plus gros challenge, c'est justement réussir à toujours continuer de s'éduquer, continuer de se perfectionner pour être meilleur en meilleur, et du coup, par extension, faire en sorte que ta boîte devienne de meilleur en meilleur. Pour moi, c'est le travail depuis jour 1, et puis peut-être également on va dire l'entente et la collaboration professionnelle avec ton associé. Ton associé, dans mon cas, Louis Delaoustre, je veux dire, je le vois beaucoup plus que ma femme ou que mon fiston, que je suis d'ailleurs allé coucher pendant que je te parlais, parce qu'il commençait à faire du bruit. Et donc, si tu veux, c'est ultra difficile. Alors, Dieu merci, on a une relation extraordinaire, à la fois amicale et professionnelle avec Louis, mais c'est ultra difficile de maintenir sur la durée, comme ça, une relation avec quelqu'un à qui tu parles tous les jours et avec qui tu ne fais que adresser des problèmes toute la journée. Donc, je pense que ça, les personnes sous-estiment complètement l'importance de la dynamique entre co-founders, et que c'est en fait cette dynamique-là qui fait ou défait le succès des boîtes, des startups en tout cas. Vraiment hyper enrichissant ce que tu viens de dire, et j'ai envie de revenir sur plein de trucs. Je rebondis juste sur la partie avec ton co-founder. Vous êtes rajouté une difficulté. Enfin, moi j'estime pas que c'est une difficulté, mais le fait d'être chacun sur des fuseaux horaires différents, sur des continents différents, et de gérer des équipes culturellement potentiellement différentes. Comment ça se gère ça au quotidien? Lequel des deux dort moins? Alors tous les deux, tu vas me dire, vous dormez pas beaucoup, j'imagine, mais comment vous faites pour vous organiser justement sur des décisions assez stratégiques, vu que vous n'êtes pas collés dans le même bureau? Bah, écoute, cette question avec maintenant en plus une dynamique de télétravail, etc.
elle est de plus en plus écrasée. Enfin, je veux dire, cette Ouais. problématique plutôt, elle est de plus en plus absente, quoi. Donc, Mhm. Louis, il est reparti en France si je ne m'abuse, fin 2016. Donc, ça va faire 5 ans maintenant. En fait, nous, on a appris à bosser comme ça. On n'est pas sur le même fuseau horaire. On se parle tous les jours pendant 1 heure. Tous les matins pour moi, tu vois, j'attaque tous les matins, toute l'année. Mon premier call de 8h à 8h30, c'est avec Louis. On fait un petit catch-up. Régulièrement, c'est rigolo parce qu'en fait, on se croise. On assure quasiment une garde 24 heures sur 24 parce que les soirs où je travaille un peu tard, je travaille jusqu'à minuit et Louis se réveille à 6h, il commence à attaquer. Donc là, il y a 6 heures de décalage horaire. On a juste le temps de se croiser sur Slack pour se dire, tiens, je te repasse les clés du business. Moi, je vais me coucher. Donc non, écoute, c'est plutôt cool. La dynamique sur 2 territoires, c'était nous, on est français d'origine, on a créé une boîte au Canada et ensuite on a ouvert une filiale en France. Maintenant, on a ouvert une filiale aux US. Donc, c'était un peu contre-intuitif pour beaucoup de personnes où les gens ne savent pas vraiment si la boîte elle est française ou canadienne. Et en fait, on est très heureux de jouer sur cette ambiguïté. C'est une boîte franco-canadienne et voilà. Donc, un co-founder des deux côtés de l'Atlantique. Donc, non, écoute. Nous, on a toujours mis en place beaucoup de process, beaucoup d'outils pour que les équipes puissent collaborer. Parce qu'il y a non seulement Louis et moi, mais il y a évidemment énormément d'équipes qui doivent Ouais. collaborer au quotidien. Et en fait, passer les premiers mois où c'est un peu surprenant quand tu es en France, pas avoir tes collègues au Canada avant 14 heures, et quand tu es au Canada à partir de 13 heures, en gros, tu sais que tu peux plus appeler personne en France. Bah, en fait, tout le monde s'est adapté, tout le monde fait en sorte qu'en gros, la matinée au Canada et l'après-midi en France, c'est dédié au rendez-vous avec les équipes de l'autre côté de l'Atlantique. Et ensuite, ça laisse du temps de travail. Donc en fait, tu trouves assez vite un équilibre, hein, ça marche assez bien. Yes. Ouais, non, mais c'est quelque chose que je connais bien avec Tracteur et ouais, c'est ça, c'est l'équilibre. Ça demande juste de l'organisation et puis après, une fois que ça roule, c'est bon. Pour revenir sur ce que tu disais, le fait de devoir toujours devenir meilleur, est-ce qu'on devient aussi meilleur, j'imagine, en recrutant les meilleurs? C'est un sujet qui est très important, le recrutement des nouveaux talents et des bons talents. Comment vous faites, vous, pour recruter des super profils, des gens qui apportent beaucoup de valeur à l'entreprise? C'est vrai que voilà, entre la création et aujourd'hui, tu as dit vous êtes passé de vous deux à 100 personnes. C'est pas rien. Ouais. Comment on fait ça? Alors, sur la question des talents, c'est extrêmement difficile, hein, c'est la guerre aux talents. Il faut être impérativement en mesure d'attirer les meilleurs talents parce que en fait, c'est du secteur tertiaire, quoi. Donc c'est de la matière grise, hein, ce qu'on fait. Donc c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est les humains qui sont dedans. Je dis souvent que les gens qui n'ont pas conscience que la valeur d'une boîte, c'est pas les murs, c'est peut-être un peu les lignes de code, mais vaguement les clients, le compte en banque. Mais ce qui fait la vraie valeur d'une entreprise, c'est la dynamique, c'est le groupe de personnes qui sont dedans et la dynamique qui les soude tous ensemble. Donc, en gros, c'est people and culture, quoi. Donc voilà, donc pour nous, c'est essentiel depuis le jour 1. Pour moi, mon rôle, je porte le titre de CEO dans la boîte. Mon rôle, c'est Chief Culture Officer. Donc, c'est vraiment m'occuper de la culture de l'entreprise. Et alors, c'est évidemment assez challengeant quand tu as des Canadiens anglophones, des Québécois, des Français, des Américains. Forcément, tu as plein de cultures à gérer. Donc maintenant, comment on attire les meilleurs talents? Bah justement, je faisais ce petit laïus sur la culture parce que c'est pour moi le point le plus essentiel. Les gens qui ont le choix dans la vie, ok, donc imagine tu es un ingénieur, tu es super bon, etc. Bon, tu arrives à un niveau de salaire à un moment qui est honnête, et bon, les gens sont pas forcément motivés uniquement par faire 20% de plus de leur salaire. Donc en fait, il y a un moment, les gens ils cherchent un environnement de travail sympa, dans lequel ils apprennent, bienveillant, avec de l'ambition, un projet commun, etc. Et du coup, c'est ça qu'il faut leur vendre. Et il faut que ça soit vrai, hein, accessoirement. C'est pas juste de le vendre. Donc c'est ça qu'il faut avoir et c'est ça qui va attirer ces top talents là. Donc si t'as pas ça, bah, éventuellement tu peux te mettre à 120% du prix du marché, mais là tu auras que des mercenaires. Donc en fait c'est pas du tout une bonne logique. Donc pour moi, pour attirer les top talents, faut représenter une culture d'entreprise et un projet d'entreprise qui est sympa et dont tu as envie de faire partie. Tu as quelques boîtes comme ça, tu sais pas pourquoi, mais juste tu as envie de faire partie du groupe. 100% des gens que tu rencontres, ils ont l'air sympas, intelligents, bienveillants, dynamiques, et tu te dis putain, j'ai envie de travailler avec eux. Voilà. Donc nous, c'est comme ça qu'on attire les meilleurs. Après, on fait passer des centaines et des centaines et des centaines d'interviews pour trouver les meilleurs et les attirer. En fait, c'est deux sports différents, évidemment. Mhm. Ok. Et du coup, sur la partie culture, vous avez vraiment intégré ça. Donc toi,
t'alimentes ça, mais il y a vraiment votre votre responsable RH ou les happiness managers, je sais pas ce qu'il en est, mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui est chargé de tout ça dans la boîte et ensuite lié à ça sur le fait de passer rapidement à beaucoup de salariés, comment on garde le lien? Est-ce que toi, tu rencontres encore toutes tes équipes, chaque nouveau employé? Enfin, tu vois, comment ça se passe un petit peu? Alors, bon, la culture, c'est vraiment des questions assez vastes, hein. Je vais essayer d'y répondre de manière succincte. La culture, nous, on l'a définit comme un set de valeurs, mais tu as d'autres choses, tu as des comportements. Enfin, la culture, ça doit être partout, en fait. Ça doit être transpiré dans 100% des process, dans les communications internes, etc. Nous, on a fait un truc très simple un jour, c'est qu'on a pris nos valeurs à Louis et moi, nos valeurs perso, ce qui crée notre super duo, et on en a fait les valeurs de l'entreprise. En fait, c'était une des meilleures décisions qu'on ait prises ever dans la boîte, puisque on n'a jamais besoin de se forcer ou de se mettre dans une posture. On incarne naturellement juste en étant moi-même, j'incarne ces valeurs-là. Donc c'est des valeurs, je te les fais très rapidement, c'est des valeurs d'apprentissage, nous c'est notre driver numéro un, des valeurs de transparence, où on dit tout ce qu'on pense, etc. Des valeurs d'ambition, donc objectif, créer une boîte et la mettre IPO à Wall Street, et des valeurs on dit team spirit, donc l'idée c'est collaboration, avoir du plaisir, un bon esprit d'équipe, etc. Des gens souriants, sympas, de bonne humeur, joviaux, etc. Donc voilà. Donc nous on a fait ce set de valeurs là, et aujourd'hui c'est ce qui drive la culture de la boîte, et c'est moi qui m'en occupe. Alors après maintenant à la question, est-ce qu'on a des personnes en charge de faire appliquer ces valeurs? Non, et pour moi c'est la dernière des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la responsabilité de une personne qui aurait ce fameux titre Chief Happiness Officer, qui pour moi qui est complètement c'est une hérésie. Pour moi, chacun des managers et chacun des employés doit incarner la valeur. Donc, c'est pas la responsabilité d'un mec. Moi, je considère que comme la culture, pardon, je veux dire. Moi, je considère que comme je suis le CEO entre guillemets, enfin, je suis le CEO et du coup tout en haut de la chaîne alimentaire entre guillemets de la boîte, c'est à moi qu'incombe cette responsabilité, puisque c'est le truc le plus important de la boîte. Néanmoins, je m'attends à que ça soit au waterfall et que ça soit dans toutes les équipes, tout le temps, partout. Donc, je veux surtout pas que j'ai avoir une personne dont c'est le job. Alors après, j'ai des personnes en RH dont le job est de créer des process. Donc, j'en sais rien, moi, de salary review, de career path, de performance review, etc. Mais ça, c'est différent, quoi. Même sur la partie onboarding, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive chez Potluck, il est informé de ces valeurs-là. Ouais, 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 Ça bah, revient à ce que je te disais. Est-ce qu'il rencontre des personnes clés dans l'entreprise? même avant d'être recruté, on a le dernier entretien que je fais moi-même de 100% des gens qui rentrent dans la boîte, ça s'appelle le Culture Fit, où je dis, où je demande aux gens quelles sont leurs valeurs vraiment profondes, et je pose des questions un peu qui les corner pour avoir accès vraiment au fond d'eux, tu vois, ce qu'ils pensent, et je donne nos valeurs, et nos valeurs, elles sont clivantes. Parce que là, je te les présente, on a l'impression que tout est rose, mais nos valeurs, elles sont vraiment clivantes. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils étaient en désaccord avec nos valeurs. Et c'est très bien, parce qu'en fait, selon moi, quand tu as des valeurs universelles, c'est que tu n'as pas de valeur. Si tu as une personnalité qui consiste à être copain avec tout le monde, c'est que tu n'as pas vraiment de personnalité, tu vois, tu es beige. Nous, on a une vraie personnalité d'entreprise, et du coup, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne serait pas heureux à travailler chez Potluck. Il y a plein de gens pour qui ça ne fonctionne pas, et c'est très bien. Et d'ailleurs, ces gens, c'est à nous de faire en sorte de ne pas les recruter, parce qu'ils vont être foncièrement malheureux chez nous. Et du coup, moi, je veux absolument pas d'avoir des gens qui soient malheureux chez nous, au contraire. Donc voilà. Et après, comment je garde le lien et comment je m'assure que notamment que les valeurs soient partout. Écoute, moi, on est une centaine dans la boîte. Moi, je fais des one-to-one toutes les semaines avec 2 à 3 personnes, donc 2 à 3 personnes complètement random dans la boîte. J'essaie de voir tout le monde tous les 6 mois. Donc là, j'arrive à tenir parce que il y a 52 semaines dans l'année, on a une centaine, donc ça va. Néanmoins, je vais absolument maintenir ça. Peut-être que l'espace entre les one-to-one va s'espacer, va s'agrandir. Mais voilà, ça me paraît fou, hein, d'ailleurs, de se dire que en essayant de faire des one-to-one avec les gens, bah, en fait, je fais des touch points tous les 6 mois. C'est long, hein, 6 mois. Mais en même temps, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour réussir à rester au contact des opérations. Et en fait, moi, non seulement, bon, je m'assure que les gens soient heureux, etc., parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Mais secondo, en fait, je récupère des insights sur ce qui se passe terrain, dans les conversations clients, etc., dans lesquelles je ne suis plus, en tout cas plus beaucoup. Et moi, ça me permet de prendre des meilleures décisions stratégiques pour la boîte, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'informe pour derrière. Moi, toute la journée, j'ai des décisions difficiles à prendre, hein. C'est le concept, hein. Donc, j'ai 15 décisions, on va à droite, on va à gauche toute la journée à prendre. Et du coup, pour prendre au mieux ces décisions, il faut absolument que j'ai des insights
qui me soit remonté des équipes, et c'est comme ça que je le fais. Super, super intéressant. Je reviens sur la partie ambition qui fait partie de vos valeurs. Tu te dis le but c'est de finir avec une IPO et voilà. C'est un truc là que tu dis et qui est fort et que je trouve ça chouette parce que c'est peut-être le fait que tu aies eu cette expérience nord-américaine et voilà de moins s'excuser d'aller chercher du succès. Parfois en France on a un peu ce syndrome-là de s'excuser d'avoir de l'ambition. C'est quoi les grands objectifs, les grandes étapes pour mener à bien la vision là que tu as? Comment tu sais que tu tends chaque jour vers une entreprise qui va être encore plus forte, encore plus grande et successful? Alors, juste, je reviens 2 secondes sur l'ambition. T'as ambition et ambition. En fait, t'as Oui. de la saine ambition et de la mauvaise ambition. Moi, je condamne la mauvaise ambition. L'ambition d'avoir d'argent à titre perso, plus de pouvoir pour avoir un plus gros ego, etc. Ça, c'est de la mauvaise ambition. Euh, Nous, l'ambition, enfin moi en tout cas, l'ambition que j'ai pour l'entreprise, c'est que je l'ambition pour moi, c'est l'essence, enfin, c'est le fuel plutôt du besoin d'apprendre constant. Moi, mon vrai driver profond, le numéro un, c'est le besoin d'apprentissage constant. Moi, je me lève tous les jours pour aller au boulot et je travaille comme un bœuf parce que en fait chaque jour est tellement challengeante que j'apprends énormément. Alors c'est épuisant, hein, mais chaque jour j'apprends. Et en fait, à partir du moment où tu commences à arriver à un plateau où ton entreprise fait à peu près la même chose aujourd'hui qu'elle faisait il y a un an, bah, tu commences à te reposer sur tes lauriers, sur tes acquis, et tu as beaucoup moins ce besoin d'apprendre. Donc, en fait, nous, l'ambition, c'est le fuel de notre valeur primaire, qui est un besoin d'apprentissage constant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur l'ambition qui est important, euh, pour moi, avoir une boîte où les gens, donc encore une fois, cette centaine d'employés, sont heureux, épanouis, et s'éclatent et vivent et vivent des belles années de leur vie, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que moi, c'est mon objectif de faire ça. C'est-à-dire, j'ai 100 personnes, il y en a plein qui ont des enfants, des familles, de tous les âges, de toutes les nationalités, etc. Et globalement, c'est ce qu'on mesure, les gens, ils sont heureux chez nous. Tu vois, on fait circuler plein de sondages à l'interne parce que je suis complètement obsédé par ça. Euh, les, les, les gens, ils sont vraiment heureux, ils sont vraiment contents. Et donc, pour moi, ça, c'est une fin en soi. Et du coup, le fait de grossir, c'est comme je sais qu'on a cette capacité à faire en sorte de rendre des gens épanouis dans leur travail, heureux, ils se marrent, ils ont du plaisir, et en même temps, ils arrivent à mettre de la nourriture sur la table familiale et à faire des voyages. Bon, bah, c'est génial. Et du coup, j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bénéficier de ça. Donc, c'est aussi ça ma deuxième ambition, c'est de me dire, on a 100 employés heureux. J'aimerais bien que demain, on ait 500 employés heureux parce que ça fera 400 personnes heureuses de plus sur la planète. Et c'est con, mais c'est comme ça que je réfléchis. Maintenant, alors, comment on arrive à l'IPO? Alors, si tu veux, là, je tire une fusée dans le ciel, hein, en disant, regardez, on va y aller un jour. Donc, on est à des centaines de kilomètres d'y arriver, ne serait-ce qu'en chiffre d'affaires ou en solidité financière, etc. On n'y est pas du tout. Néanmoins, ce que ça montre, c'est que on est là pour durer, tu vois. On est là sur le long terme. Si j'avais voulu me faire une passe de cash pour pouvoir m'acheter une Ferrari, je l'aurais déjà fait, tu vois. Donc, c'est pas du tout l'ambition de la boîte. Et en fait, malheureusement, tu as pas mal d'entrepreneurs qui pensent un peu comme ça. C'est comment je peux me faire de la thune le plus rapidement possible. Et en fait, je pense que les gens, t'en as peut-être certains qui arrivent comme ça, mais globalement, 99% du temps, c'est la pire motivation. Et être entrepreneur, c'est d'ailleurs pas du tout la meilleure façon de s'enrichir. Au contraire, hein, quasiment. Statistiquement, en tout cas, c'est la pire façon, quasiment. Donc voilà, c'est juste pour montrer qu'on est là pour durer et que j'ai pas fait un petit widget, une petite boîte, une petite techno un peu à 2 francs 6 sous pour essayer de la vendre à Ipsos le plus rapidement possible et derrière passer des années tranquilles au Mexique, quoi. Donc voilà, donc c'est à ça que ça sert l'IPO. Enfin, je veux dire, de dire qu'on veut faire un IPO, c'est pour montrer aux gens qui embarquent dans l'aventure qu'on est là pour durer et qu'on va rester en contrôle de la boîte pour un petit bout de temps. Ok, hyper intéressant. Ça me permet de faire le lien avec la partie levée de fonds et financement. Est-ce que porter cette vision-là, ça aide à lever plus d'argent? Et puis, j'aimerais t'entendre sur le fait de choisir ses investisseurs, parce que en analysant bien la stratégie qu'a eu Potluck sur les différentes rondes de financement que vous avez réalisées, moi, ce que j'aperçois, c'est que tu as d'abord choisi des gens aussi avec qui tu avais envie de vivre cette aventure, envie de constituer ton board pour ensuite
aller faire un effet de levier et aller chercher aussi d'autres gens avec d'autres moyens, d'autres compétences, d'autres capacités. Donc ouais, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, alors donc Potluck, on a fait trois levées de fonds, une de 800 000 dollars en janvier 2017, une non, avec la dette, c'était 3 millions de dollars en printemps 2018, et là, on vient d'en faire une de 20 millions de dollars, fin Covid, fin 2020, pardon, octobre 2020. Donc voilà, donc on a levé quand même pas mal d'argent au final, hein, ça représente 24 millions à peu près de dollars levés, donc beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait que est-ce que ce que je te racontais sur l'ambition, etc., fait en sorte que les investisseurs embarquent plus dans l'aventure? Oui, je te dirais, mais c'est pas le premier. C'est très pragmatique, hein, un investisseur. Donc le côté émotionnel, c'est ce qui vient, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, c'est est-ce que tu fais 2 à 3 x de chiffre d'affaires year over year? Est-ce que ton marché est grand? Est-ce que ta technologie a des bonnes barrières à l'entrée? Et est-ce que l'équipe de management à la tête peut exécuter? Tu vois, c'est assez pragmatique. Alors après, il faut qu'ils t'aiment bien, ça c'est aussi important. Mais voilà, nous, c'est juste que la boîte, elle a des performances, que ça soit bien présenté ou mal présenté sur un joli graphe, les performances, elles sont là et elles sont globalement assez bonnes ou très bonnes, même assez pour qu'on lève autant d'argent, c'est-à-dire qu'on ait vraiment une croissance de 200 à 300% d'année en année, quoi. Donc au début, c'est pas grand-chose, mais quand ça commence à être 200% de plusieurs millions, là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc voilà, donc c'est ça ce qui fait que les gens investissent sur nous. Après, donc moi j'ai effectivement toujours mis un point d'honneur à choisir les personnes, les humains qui sont dans les fonds, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de boss, et puis un jour, tu as des investisseurs. Donc, tu dois quand même un tout petit peu rendre des comptes à tes investisseurs. Ils sont sur ton board, etc. Et donc, moi, dans cette logique, au même titre qu'on recrute des talents basés sur les valeurs, etc., moi, j'ai toujours cherché des investisseurs qui avaient les mêmes valeurs que moi. Tu vois, hors de question que je me mette un investisseur que je pouvais pas piffrer sur mon board, qui me mettrait tu vois, qui serait systématiquement en désaccord avec la stratégie du management. En fait, ça serait la pire idée, quoi. À ce moment-là, ça sert à rien de lever des fonds si c'est pour derrière avoir un problème de gouvernance majeur avec un désaccord entre l'investisseur principal et le CEO de la boîte. Donc voilà, donc nous, on a toujours recherché des fonds d'investissement qui avaient la même stratégie que nous, c'est-à-dire pas des gens qui cherchaient à faire un petit retour sur investissement en 2 ans, mais des gens qui s'inscrivaient sur le long terme, premier point. Deuxième point, on a travaillé, en tout cas jusqu'à présent, qu'avec des fonds canadiens et français, parce que un peu entre guillemets cocorico des deux côtés de l'Atlantique. Et troisièmement, avec des gens qui sont des gens que j'estime et avec qui je peux avoir des vraies discussions et qui cherchent à co-créer la boîte, qui sont quasiment, tu vois, un employé part-time de plus de la boîte, quoi. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a cherché nos fonds d'investissement. Top, merci. Bon, on va se diriger tranquillement vers la fin de notre entretien. J'ai des questions peut-être un peu plus sur toi et ta posture aussi d'entrepreneur, même si on a parlé pas mal au travers de tout ça avec les valeurs que tu dégages. J'ai l'impression quand même que, à part les premières années où vous avez un peu mangé votre pain noir, tout s'est plutôt entre guillemets, hein, bien passé dans le sens où il y a eu des rebonds avec ces fameux pivots et que ces choix-là ont été somme toute payants pour continuer de survivre, pour reprendre tes termes. Mais j'aimerais malgré tout savoir, ça a été quoi votre plus grand échec, ou en tout cas ton échec préféré durant le parcours de Potluck? Il y en a eu tellement, honnêtement, on se plante toutes les semaines, encore aujourd'hui. On fait des erreurs tout le temps, quoi. Et en plus, moi, j'ai cette espèce de fâcheuse tendance à devoir d'abord échouer pour apprendre et ensuite prendre la bonne décision, quoi. J'ai l'impression que je prends jamais du premier coup les bonnes décisions. Il faut d'abord que je me plante une fois, voire plusieurs fois, avant de réussir à enfin comprendre, alors que c'est écrit dans tous les bouquins, tu vois, qu'il suffisait juste d'ouvrir les livres. Mais bon, de temps en temps, ça veut que rentrer par l'expérience, tu sais pas pourquoi. Je pense que les plus gros échecs qu'on ait fait, c'est des échecs de recrutement. Ceux qui ont coûté le plus à l'entreprise, c'est des échecs de recrutement, tu vois, où en fait on cherchait avant tout des gens qui cochaient des cases. En fait, on avait un processus de recrutement purement basé sur des critères objectifs, en oubliant le côté subjectif, le feeling, le culture fit, qui est fondamental, qui fait au moins 50% du boulot. Donc voilà, donc on a fait rentrer des gens qui sur le papier correspondaient exactement à ce dont on avait besoin. Et 3 mois après, c'était une catastrophe. Et on l'a fait plusieurs fois. Donc ça, pour moi, c'est les plus gros échecs. C'est ceux qui ont coûté le plus cher à la boîte.
surtout sur des positions assez seniors, parce que tu vas mettre un senior, tu mets plein de gens que tu aimes beaucoup, qui sont des individual contributeurs sous cette personne-là, et puis du coup la personne fait n'importe quoi, enfin selon mon jugement, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas aligné avec la boîte, la façon dont on travaille, etc. Ça démotive une équipe en entier, enfin ça fout un bordel monstrueux. Donc pour moi, les plus grosses erreurs sont des erreurs de recrutement. Tu as une jolie petite expression un petit peu vulgaire en France qui dit il vaut mieux un trou qu'un con. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant. C'est pareil, c'est l'expérience qui m'a appris ça. Effectivement, il vaut mieux un trou qu'un con. C'est assez vrai puis ça sera toujours vrai. En fait. Ok, ok. On l'a dit en icebreaker de cet épisode, t'es jeune papa pour la première ou la deuxième fois? Enfin bref, t'es pas Première obligé de me fois, répondre, mais première fois. première fois, félicitations. Comment on arrive à gérer une vie d'entrepreneur bien remplie comme toi, avec voilà, comme on l'a dit, hein, présent des deux côtés de l'Atlantique, avec des centaines d'employés, de collaborateurs, et maintenant une vie de famille qui s'est encore plus remplie. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour arriver à t'organiser, à être meilleur, à être plus efficient? Est-ce que tu as des petits tips à nous partager? Ouais, bah écoute, j'en ai plein. Je suis quand même assez organisé. Et encore, quand je me compare à mon associé qui, lui, était le roi de l'organisation, j'ai l'impression d'être un bordélique créatif. Mais c'est une question pareille, elle est quasiment infinie. Il faut prioriser, en fait, hein, dans la vie, ce que tu as envie de faire. Moi, le travail a une place très importante, la famille et les amis aussi. Et puis le reste, malheureusement, a moins d'importance. Que voilà, il y a plein de trucs que plein de gens font que je ne fais pas. J'ai l'impression de quasiment jamais perdre de temps. Je dis les gens ils perdent du temps sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je suis infoutu de regarder une série Netflix parce qu'en fait j'ai jamais le temps. Et puis quand je regarde l'épisode 2, l'épisode 1, je l'ai regardé il y a un mois et demi. Il y a des trucs que tu dois sacrifier quand tu travailles énormément. Et moi, ce que j'ai décidé de ne jamais sacrifier, c'est mes relations familiales et mes relations amicales. Donc là, j'y consacre, on va dire, tout mon temps libre. Et le reste du temps, je travaille. Donc voilà, donc pour moi, c'est pareil, une phrase qui dit choisir, c'est renoncer. Donc pour moi, c'est comme ça que tu es juste 24 heures dans une journée, puis il faut dormir, et puis il faut être reposé et en bonne santé. Donc choisir, c'est renoncer. Tu peux pas tout faire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me concentrer sur ces piliers principaux de ma vie que sont ma famille, mes amis et mon travail. Et le reste, je fais moins. Donc tu vois, je fais pas assez de sport. Je joue de la musique, j'en joue pas assez. J'aimerais pouvoir regarder plus de films, j'en fais pas assez. Donc j'ai mis une croix sur plein d'autres trucs que j'aimerais pouvoir faire plus dans ma vie, mais j'ai juste pas le temps. Ouais, ou ça sera plus tard. Ça Ou ça sera, sera plus tard, pour une autre période, tu vois. ça J'ai marche. le temps de me mettre au jogging. Est-ce que il y a un conseil que on t'a donné au début ou en tout cas que t'as gardé en fil rouge et ou en tout cas quelque chose aussi que toi tu pourrais retransmettre à ton tour quand tu vois passer des jeunes entrepreneurs. Je sais que tu es aussi engagé quand tu as du temps Ouais. dans ces phases-là de donner des conseils, de faire des petits mentorats. Donc ouais, un conseil, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais partager. Écoute, surtout en démarrage, effectivement, moi j'essaye de donner un peu de mon temps pour faire du mentorat je veux dire, de jeunes entrepreneurs. Je suis pas si vieux que ça, mais d'entrepreneurs qui débutent en tout cas. Et le conseil, selon moi, le plus important, surtout en phase d'amorçage, c'est bien s'associer. Mhm. C'est le truc le plus fondamental, quoi. Donc déjà, moi, je crois, j'ai beaucoup de mal à croire au modèle du solo founder, juste pour une question de morale et de tenir bon, et puis de juste être en mesure de confronter des idées. Donc, je crois beaucoup aux dynamiques de duo, trio, quatuor, tout ça, ça fonctionne assez bien. En revanche, c'est fondamental. Moi, je passe plus de temps avec mon associé qu'avec ma femme, quoi. C'est juste comme ça qu'est fait notre monde. T'as des gens, ils se posent 17 milliards de questions avant de choisir leur époux. Et je pense qu'ils doivent se poser les mêmes 17 milliards, voire 18 milliards de questions avant de choisir leur associé. Alors, je vois beaucoup trop de gens démarrer avec leurs potes parce que en fait, c'est la première personne à qui ils ont parlé de l'idée, qu'il avait l'air chaud et que machin. Ça, c'est vraiment pas intelligent. Top. Merci. Juste en dernier, est-ce que tu as une lecture, une ressource, un site web bien sûr, je partagerai toutes les infos de Potluck et aussi votre blog sur lequel vous partagez pas mal d'articles qui sont assez intéressants avec des insights pour tous les gens qui veulent regarder des études et qui sont passionnés par tout ça. Ça donne des bonnes indications. Il y a des bons indicateurs à les trouver. Mais est-ce que toi, au-delà de ça, hein, ça peut être relié à l'entrepreneuriat ou pas,
vas-y, ça peut être, alors pas film ni série parce que j'ai bien compris que t'en regardais pas, mais ça peut être un bouquin. T'as dit que tu t'apprenais beaucoup, Ouais, tu ouais, lisais ouais, beaucoup non, de ça trucs. j'en ai lu beaucoup. Bah déjà, Open Startup de Guillaume Comagnac, ça c'est ressource numéro un, évidemment. Quelle question. Non, écoute, il y a plein de livres. Pour le coup, j'ai lu quand même pas mal de bouquins d'entrepreneuriat. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Hard Things About Hard Things de Ouais, Ben Horowitz. Celui-là, je l'aime beaucoup. Après, tu as des bouquins plus orientés, tu vois. Marc Roberge, le cofondateur de HubSpot, qui s'appelle Sales Acceleration Formula, ou Aaron Ross, Predictable Revenues. Tout ça, c'est des bouquins sur la vente qui sont très intéressants. Et ensuite, bah écoute, c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé en bien du podcast Master of Scale, que j'ai pas eu le temps d'écouter, donc je peux pas dire si c'est bon ou pas. Mais voilà, moi je préfère quand même les relations mentoré-mentor, c'est-à-dire je préfère m'entourer de gens qui sont en mesure de me mentorer pour avoir des conseils qui soient adaptés à ma boîte, à ma situation, à mes forces, à mes faiblesses en tant qu'entrepreneur, puisque selon moi chaque business est tellement unique, sur un marché tellement unique, t'as des trucs universels, hein, des façons de structurer les équipes et des process, etc. Mais sur toute la partie intangible, des skills, des grandes décisions business, etc., qu'il faut savoir prendre. Honnêtement, moi, je me suis toujours entouré de gens qui sont bien meilleurs que moi, et toujours aujourd'hui, et qui sont assez sympas pour vouloir me donner des conseils et m'écouter et m'orienter dans mes choix difficiles. Et pour moi, ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est trouver des gens qui sont meilleurs et qui acceptent de te coacher sur une base hebdomadaire ou même mensuelle. Ça vaut tout l'or du monde selon moi. génial. Dernière question, si on se revoit dans un an, donc là on enregistre le 7 avril 2021, si on se voit le 7 avril 2022, tu pourras me dire que cette année elle est réussie, si quoi? Oh, écoute, on a des objectifs très concrets. Il faut que le bureau de New York démarre en très grande force. Donc pour l'instant c'est le cas, mais je veux que dans un an les États-Unis représentent 20% du chiffre d'affaires de la boîte. Je veux continuer de développer notre technologie. On a des gros challenges technologiques qu'on doit faire, mais c'est un peu trop. Je vais pas me lancer dans les explications et continuer de grossir, de continuer de faire croître le bureau. L'objectif de croissance du bureau européen, c'est 3x chaque année. Donc, si on a fait 3x en 2021 par rapport à 2020, qui était une année record, honnêtement, ça sera quand même la fête. Et réussir à maintenir une culture. Donc, tu vois, les deux objectifs à l'interne, c'est Rock USA, Grow Europe by 3x. Après, c'est un objectif sur la technologie un peu plus compliqué. Et ensuite, c'est Maintain our culture. Donc, voilà. Donc, ça, pour moi, fin Q1 2021, si on a réussi ces 4 grands objectifs-là, ça sera un succès. Bah écoute, c'est tout ce que je vous souhaite sincèrement. Merci beaucoup, merci infiniment Rodolphe pour tous ces partages. C'est rare, enfin pour moi là, tu fais partie des premiers à avoir levé autant d'argent, à avoir autant d'employés à venir sur ce podcast. Donc c'est très précieux, je pense, pour les gens qui font partie de l'audience là de ce podcast. Donc merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Ben, merci à toi, merci de m'avoir écouté pendant mes longs monologues. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas à me recontacter. Ça marche. Merci Rodolphe. À la prochaine. À la prochaine. Salut. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. D'ailleurs, tant que je suis dans les remerciements, merci à la société Tracteur qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Si vous avez une idée de projet numérique ou un besoin technique pour votre startup, vous pouvez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider. À très vite dans un prochain épisode ou bien sur LinkedIn si vous voulez échanger. Portez-vous bien et à bientôt.